Bonjour à toutes et à tous, confrères et consoeurs, hein, voilà. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir, alors je me présente, Clotilde Lepetit, je suis, membre élue du Conseil national des barreaux et je suis en charge vice-présidente de la commission, dédiée à la formation, des avocats, initiale comme continue, et puis je travaille également à la commission liberté et droits de l'homme. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir des magistrats de la direction des services judiciaires qui vont nous parler du nouveau statut de magistrat en service extraordinaire, MSE pour les connaisseurs, qui est un nouveau statut issu de la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire. Je donne la parole à Monsieur Vincent Plumat qui va se présenter et puis ensuite à Madame Bénédicte Royer, également magistrate, et puis à ma consoeur Sophie Andrieux. Chacun de nous va se présenter et puis ensuite on laissera nos amis magistrats nous parler de ce nouveau statut et de ce nouveau concours d'intégration. Bonjour à toutes et tous. Donc Vincent Plumat, adjoint à la sous-directrice des ressources humaines de la magistrature à la direction des services judiciaires. Titre un petit peu pompeux pour dire uniquement que nous sommes en charge des ressources humaines des magistrats au sein de la direction des services judiciaires, qui est une direction support du ministère de la Justice, notamment en charge des effectifs et des recrutements. C'est à ce titre que nous venons vous présenter aujourd'hui la nouvelle voie d'accès à la magistrature qui a ses particularités, qui est la voie du magistrat en service extraordinaire. Je suis accompagné d'une collègue que je laisse se présenter. Bénédicte Royer, et donc je suis la chef du bureau en charge du recrutement et de la formation, justement à la sous-direction des ressources humaines de la magistrature. Et donc mon bureau est en charge du recrutement des magistrats et particulièrement de ce nouveau dispositif, c'est-à-dire les magistrats en service extraordinaire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Sophie Andrieux, je suis membre du Conseil national des barreaux et notamment de la commission formation. Vous devez avoir vu sur le lien de connexion que vous avez un chat qui vous permet de poser des questions au fur et à mesure de la présentation qui va vous être faite de cette nouvelle voie pour intégrer la magistrature. Vous pourrez poser des questions que nous allons bien évidemment relayer auprès de nos interlocuteurs et rendre le plus possible vivant cette interaction, même si nous sommes tout seuls face à une salle vide, mais on est certain que vous êtes derrière votre écran. Voilà. Je vous en prie, allez-y. Alors, je vais m'atteler à vous présenter les grands éléments que nous avons couchés sur un PowerPoint, de manière à vous faire comprendre l'esprit de ce dispositif de MSE. Je vais l'appeler comme ça dans la suite de mes propos, de manière à simplifier les choses. Alors, la première slide vous explique un peu la genèse de ce dispositif qui a pris corps dans la réforme des voies d'accès prévue par la loi organique du 20 novembre dernier. Cette réforme des voies d'accès est beaucoup plus large que la simple création des magistrats en service extraordinaire, puisqu'elle remet à plat les différentes voies d'accès, les plus de 10 voies d'accès qui permettaient d'accéder à la magistrature avant la réforme, de manière à les simplifier, à les harmoniser. Et au titre de cette réforme, le législateur a créé une nouvelle voie d'intégration qui a cette particularité d'être une voie d'intégration provisoire, mais à temps plein, qu'on a appelé magistrat en service extraordinaire, un peu sur le modèle de ce qui se fait dans d'autres institutions, comme au Conseil d'État, par exemple, où il y a des conseillers en service extraordinaire. C'est une voie d'intégration qui est désormais prévue dans l'ordonnance statutaire qui régit les règles applicables aux magistrats, l'ordonnance dite de 1958, à l'article 40-8. Ce n'est pas sorti uniquement de la tête des services de la direction des services judiciaires, puisque c'est une création qui a été inspirée par la préconisation qui a été faite par le rapport du Comité des États généraux de la justice, qui consistait à créer un statut de juge en service extraordinaire. Cette préconisation a été reprise au vol, si je puis m'exprimer ainsi, de manière à le créer dans la loi organique. À l'origine, l'idée du Comité des États généraux, c'était de proposer un statut de juge en service extraordinaire essentiellement aux enseignants. C'était l'idée de départ, notamment aux professeurs de droit et aux maîtres de conférences, et ce, afin de permettre aux juridictions de recevoir
l'expertise de juristes aguerris, disposant d'une culture un peu différente, mais complémentaire de celle des magistrats, et de permettre aussi à l'université de disposer d'enseignants dotés d'une compétence non seulement académique, mais aussi appliquée. L'objectif qui était visé par le comité des États généraux, c'était donc une passerelle entre l'université et la magistrature. Dans son rapport, le même comité a pu d'ailleurs regretter l'absence d'un dispositif de recrutement adapté à la recherche de profils de haut niveau, très spécialisés, dotés de solides connaissances dans certaines branches du droit et pour compenser certains déficits qui pouvaient être relevés en juridiction pour des collègues issus de l'école de la magistrature avec une approche plus généraliste, une approche plus spécialisée. Donc c'est censé venir un peu compléter les compétences des magistrats déjà en juridiction. La loi organique du 20 novembre 2023 s'est inspirée des préconisations du comité des États généraux de la justice, mais les a étendues un petit peu, ces préconisations, en créant cette nouvelle voie d'intégration provisoire à temps plein, comme ce qui existe à la Cour de cassation ou au Conseil d'État, comme je vous l'ai dit. Voilà pour la genèse et voilà pour la première slide de notre PowerPoint. Comme je vous le disais, la création du statut de magistrat en service extraordinaire prend corps dans une réforme plus générale des voies d'accès à la magistrature. Donc, la slide que je vous propose maintenant est une slide qui vous permet de comprendre la réforme qui a été mise en œuvre. Avant la loi du 20 novembre 2023, on comptait 10 voies d'accès à la magistrature. Elles pouvaient se différencier par une summa divisio, on va dire, entre ceux qui intégraient la magistrature par concours et ceux qui intégraient la magistrature par intégration. C'est des passerelles, un peu le mot qui est souvent employé. Vous voyez bien la distinction entre les deux. Hein. Le concours, on se soumet à des épreuves académiques, parfois en nombre important. C'est ce qui est le cas pour le premier concours, notamment réservé aux étudiants, le deuxième concours réservé aux fonctionnaires, et le troisième concours réservé à des professionnels du droit qui ont déjà une expérience professionnelle importante. Cette voie concours ouvre sur l'école de la magistrature avec les 31 mois de scolarité. La voie de l'intégration est une voie plus rapide où on peut aller chercher des professionnels qui mettent en avant leurs compétences professionnelles acquises pour intégrer de manière plus rapide la magistrature sans passer par les 31 mois d'école et avec une formation probatoire à l'école de la magistrature et en juridiction surtout, à l'issue de laquelle ils peuvent être nommés. C'est à peu près ça qui distinguait les deux grandes voies d'intégration, mais il y en avait beaucoup et elles étaient potentiellement critiquées, notamment pour le défaut d'harmonisation de la jurisprudence de la commission d'avancement ou pour le fait de pouvoir privilégier certains profils plus que d'autres. C'est de ces constats-là qu'on est parti pour mettre à plat de nouvelles voies d'accès. Désormais, avec la réforme qui est issue de la loi organique également, on compte désormais les 3 concours que vous connaissez peut-être déjà, on peut changer, le concours 1, 2, 3. On peut peut-être les rappeler très brièvement. Premier concours pour les étudiants, deuxième concours pour les fonctionnaires qui peuvent justifier de 5 ans de service comme fonctionnaires, et le troisième concours pour les professionnels du droit qui peuvent justifier de 4 ans d'expérience professionnelle dans le droit. Donc des épreuves qui sont similaires, des épreuves écrites en grand nombre, puis des épreuves orales en grand nombre également, qui sont parfaitement similaires et qui ouvrent sur la voie de l'intégration à l'école comme auditeur de justice. Ces 3 concours existent toujours, sont venus s'ajouter à ces 3 concours un peu académiques, le concours dit professionnel. Ce concours professionnel, lui, il a vocation à rassembler toutes les voies d'accès par concours et par intégration qui existaient précédemment. C'est le cas, les fameuses autres voies d'accès que les 3 qu'on a déjà évoquées ensemble. C'est le cas, par exemple, de l'ancien concours complémentaire. C'est le cas des intégrations sur le fondement de l'article 22 et 23 de l'ordonnance statutaire, c'est-à-dire des intégrations dont je vous ai parlé tout à l'heure, après une formation probatoire, soit au second grade pour les 22, soit au premier grade pour les 23, avec des conditions d'expérience requises plus importantes pour le 23 que pour le 22, évidemment. On a compilé tout ça dans un concours professionnel adapté, le but étant d'aller chercher par une voie unique des professionnels du droit qui vont se soumettre à 2 épreuves de concours, une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. L'épreuve d'admission permettant
une épreuve dite orale, sur le fondement d'un document écrit permettant de développer des projets ou une expérience particulière qui nous qualifie particulièrement pour devenir magistrat. Cette voie du concours professionnel, qui est un concours adapté, mais qui est quand même un concours, permet d'intégrer la magistrature, d'intégrer l'École nationale de la magistrature en tant que stagiaire et pas en tant qu'auditeur de justice pour une durée d'1 an au lieu des 31 mois requis pour les auditeurs de justice. Donc, un concours, on va dire, harmonisé, un concours qui offre une formation à l'école de la magistrature qui est un peu plus longue que celle qui était prévue pour les intégrations directes, puisque les intégrations directes, on était sur 6-7 mois de formation. Maintenant, on passe à 1 an, mais qui a l'avantage de proposer les mêmes épreuves de sélection à tous les candidats. Évidemment, pour certains professionnels, le fait de se mettre dans une préparation de concours, le fait d'ensuite avoir une formation d'1 an et de mettre entre parenthèses son activité professionnelle pendant 1 an, sans certitude absolue de sortir de l'école avec un poste à la clé. Évidemment, quand je dis sans certitude absolue, on est sur des pourcentages très faibles de personnes qui intégreront l'école de la magistrature et qui, à l'issue de la formation d'1 an, n'auraient pas de poste. Comme aujourd'hui, la part des auditeurs de justice qui font les 31 mois d'école et qui, à la fin des 31 mois d'école, ne se voient pas proposer un poste, c'est une part assez minime. Mais le risque existe. Donc, pour les professionnels qui ne pourraient pas ou ne voudraient pas prendre ce risque, il est prévu de penser d'autres dispositifs. Et c'est celui qu'on va présenter aujourd'hui. Voilà, cette voie d'intégration des magistrats en service extraordinaire est toujours dans la droite ligne poursuivie par notre ministère, qui est celle d'ouvrir la magistrature à des candidats qui ont une expérience professionnelle antérieure. Le nombre de candidats qui ont une expérience professionnelle antérieure à l'intégration à la magistrature va en augmentant progressivement. Le but est de lutter contre un des défauts réels ou supposés du corps de la magistrature, qui est qu'il y aurait beaucoup trop de gens qui sortiraient de la fac de droit avec des têtes bien faites, qui intégreraient la magistrature, mais qui, ne s'étant pas forcément confrontés suffisamment à la vie, à la réalité de la vie et du quotidien, pourraient prendre des décisions qui seraient peut-être un peu plus désincarnées. Premier risque. Deuxième risque, c'est d'avoir affaire à des gens qui ont une vocation extrêmement généraliste, mais qui n'ont pas forcément de spécialité dans des contentieux particuliers, si ce n'est à la fin de leur carrière, après s'être spécialisés d'eux-mêmes dans des postes, sur des contentieux particuliers. Dans le diagramme qui vous est présenté sur la slide que vous pouvez voir, vous avez le pourcentage des professionnels dans le recrutement des magistrats entre 2010 et 2021. En bleu, le pourcentage général. En rouge, celui des avocats. Vous voyez qu'on est sur une part, on va dire, croissante, même si on a une stagnation assez longue autour des 50%, et une part des avocats qui, elle, connaît des évolutions assez marquées. Voilà, nous sommes, en tout cas depuis plus de 10 ans, à plus de 50% de recrutement de candidats qui ont eu une carrière antérieure, avec parmi eux, même si les chiffres peuvent laisser entendre que ce ne serait pas aussi net, une majorité d'avocats. Ce qui est logique, puisque nos mondes professionnels, s'ils ne sont absolument équivalents, se croisent quand même avec une très grande régularité, et nous partageons à peu près la même réalité juridique et judiciaire. Est-ce que vous savez, avant que cette voie soit ouverte, à peu près, est-ce qu'il y a eu une sociologie des avocats majoritaires qui intègrent, ou est-ce que ce sont des profils de confrères très différents? Les profils sont très variés selon la voie choisie. C'est-à-dire qu'on a pu remarquer, je vais vous donner un exemple, que les personnes qui se soumettent à la voie d'intégration 22, par exemple ceux qui voulaient intégrer la magistrature après 4 ans d'expérience professionnelle particulièrement qualifiante, sont plutôt, pour ce qui est des avocats soit qui ont rencontré une crise de vocation assez rapide et qui rapidement se disent que ce métier n'est pas fait pour eux et qu'ils veulent explorer d'autres horizons, soit des gens qui avaient déjà le projet de rentrer dans la magistrature, qui n'a pas pu forcément se concrétiser
quand ils étaient étudiants, soit parce qu'ils ne se sont pas du tout soumis au concours parce qu'ils n'en ont pas eu la possibilité, soit parce qu'ils ont échoué au concours. Et ils pouvaient revenir devant la commission d'avancement en mettant en avant des compétences professionnelles acquises qui avaient pu leur manquer au moment de passer le concours sur du juridique pur, avec un taux de sélectivité que l'on connaît et qui peut décourager certains candidats. Donc ça, c'était un peu le gros de la troupe. Mais on avait aussi des avocats plus aguerris qui se présentaient au concours, à l'intégration de 23 pour passer au premier grade dans la magistrature, c'est-à-dire après quelques années d'expérience. Et avec le premier grade, ça donne aussi la possibilité d'encadrer des équipes, pas forcément très importantes, mais en général, l'encadrement intermédiaire en juridiction est assuré par des vice-présidents côté siège ou des vice-procureurs côté parquet. Donc, ils pouvaient justifier d'une expérience un peu supérieure avec une dimension encadrement. Ils avaient parfois été à la tête d'une cellule dans un gros cabinet d'avocats ou même eux-mêmes en indépendant avec un ou deux collaborateurs, ce qui leur donnait une valence d'encadrement. Difficile de savoir exactement ce qui pousse les avocats à se tourner vers la magistrature. Et quelque part, nous, on se dit, peu importe les raisons, c'est un public qu'on a envie d'attirer dans nos rangs, notamment du fait de ces spécificités de connaissances contentieuses. Je crois que nos professions ont envie de plus en plus, de toute façon, que cette passerelle soit possible. Donc ça, vous possédez convaincus. Plus que ce qui pousse les avocats à y aller, finalement, peut-être devrait-on ensemble identifier ce qui les retiendrait à postuler pour voir quels sont les freins et sur quoi on pourrait agir. C'est quelque chose, je pense, qu'on abordera aussi un peu plus tard sur la question avec le MSE, parce que là, on parle des voies d'accès en général, mais les freins qu'il y a à intégrer la magistrature, soit par le nouveau concours professionnel, soit par les anciennes voies d'accès pré-loi organique du 20 novembre 2023, on va les retrouver un peu avec les magistrats en service extraordinaire, des freins potentiellement financiers, des freins d'insécurité liés à l'avenir, c'est-à-dire tout lâcher la proie pour l'ombre, comme on dit, alors qu'on ne sait pas exactement si la passerelle qu'on va mettre en œuvre va être couronnée de succès, parce qu'il y a forcément un aléa, même s'il est limité, il y a forcément un aléa. Tout ça, je pense qu'on va pouvoir y revenir quand on parlera des MSE. Je vais essayer d'avancer un petit peu de manière à pouvoir ouvrir le flot des questions ensuite. Non, ça n'avait pas du tout vocation à vous faire taire. Je ne suis pas en position de présidence d'audience, donc j'essaie d'être ouvert à la parole. Sur la slide suivante, petit résumé des conditions d'accès à cette voie d'intégration provisoire à temps plein, ouverte à un public donc plus large que celui de la préconisation des États généraux, comme je le disais. Vous le voyez, puisqu'on n'axe pas du tout sur les professeurs de droit, puisque les professeurs des droits pourront aussi devenir MSE, mais ça n'a pas été créé que pour eux, puisqu'ils disposent de toute façon déjà de la possibilité d'accéder à la magistrature, également par la voie de l'intégration directe à des postes hors hiérarchie s'ils sont très avancés dans leur carrière, ou par la voie du détachement judiciaire pour les maîtres de conférences. Les profils concernés, là, sont des profils assez larges de personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à 4 années d'études supérieures après le bac, et justifiant d'une expérience professionnelle particulièrement qualifiante d'au moins 15 années. Le but, c'est aussi de considérer les candidatures de fonctionnaires non éligibles au détachement judiciaire, mais pas seulement. On vise également les professions juridiques telles que les avocats, mais également les notaires, les commissaires de justice ou encore les juristes d'entreprise. Ces professions-là sont visées par notre dispositif dès lors qu'elles s'incarnent dans certaines personnes qui ont déjà un certain déroulé de carrière, c'est-à-dire 15 ans d'exercice particulièrement qualifiant, on n'en est pas à proprement parler au début de sa carrière. Même si les carrières sont longues, on a quand même bien avancé dans sa carrière quand on est à 15 ans. Et cette voie d'intégration a donc été réfléchie et conçue pour des professionnels qui envisagent une reconversion ou qui souhaitent donner un souffle nouveau à leur carrière sans pour autant s'engager définitivement, ce qui est un avantage, mais on y reviendra, également un inconvénient en termes d'attractivité. Point important dans les conditions d'accès, c'est la notion d'activité particulièrement qualifiante, puisque toute la recevabilité d'une candidature à la fonction de MSE repose sur l'analyse qui est faite du caractère particulièrement qualifiant de l'activité qu'on peut mettre en avant. À ce jour, c'est la direction des services judiciaires qui sera en charge
l'appréciation des activités particulièrement qualifiantes et pas de révolution envisagée par la direction des services judiciaires. Pour le moment, on a fait le choix de reprendre dans la grande majorité la jurisprudence de la commission d'avancement en matière de recrutement sur titre ou d'intégration directe, pré-réforme, s'agissant des activités particulièrement qualifiantes, histoire d'avoir des précédents et puis surtout une certaine cohérence au regard des précédentes voies d'intégration directe. Donc on se met dans la lignée sur cette interprétation d'activités particulièrement qualifiantes de ce qui existait avec la commission d'avancement. L'exercice professionnel qualifiant particulièrement pour l'exercice des fonctions judiciaires est, c'est une définition théorique, je vous la livre, celui qui permet d'assurer une adaptation rapide de l'intéressé après une formation préalable dispensée, on y reviendra, par l'ENM. Cette activité professionnelle implique donc des connaissances juridiques solides, mais en lien avec la sphère judiciaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un caractère judiciaire à l'activité. Donc, les confrères qui auraient fait du contentieux essentiellement ne sont pas visés par cette... du conseil, pardon. Oui, essentiellement, le contentieux, ils sont très visés. Les collègues qui ont fait des... Bien sûr. Voilà. Du conseil pur, à voir au cas par cas comment l'activité de conseil, à quoi elle aboutit, est-ce qu'il peut y avoir du pré-contentieux ou pas. Mais c'est apprécier une concreto en fonction des éléments donnés par votre confrère à mes services pour faire la... Alors, je fais juste une petite interruption. On a une question et on peut juste peut-être évacuer cette possible inquiétude. Est-ce que la fonction de magistrat à titre temporaire disparaît du fait de la création du MSE ou pas du tout? Non, mais elle ne disparaît pas du tout. En fait, on essaie de concevoir, on a essayé de concevoir l'édifice de manière à ce que tous les avocats, à quelques stades de carrière, puissent participer provisoirement à temps plein ou à temps partiel à l'activité judiciaire. Or, les MTT, vous le savez tous, sont à titre temporaire. C'est la différence avec les magistrats de service extraordinaire qui, eux, sont à temps plein, puisque les MTT, qui existent toujours et dont les compétences ont d'ailleurs été élargies par la loi organique de 2023 en permettant qu'ils soient occupés aussi à des fonctions au parquet, alors que jusqu'alors, ils étaient uniquement au siège. On a aussi permis qu'ils fassent des mandats plus longs, qu'ils restent plus longtemps au service des juridictions. Donc, non seulement on n'a pas fait disparaître cette voie de participation à l'activité judiciaire, mais en plus, on l'a renforcée. C'est une question... Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de bien faire la distinction entre ce qui est à titre temporaire et ce qui est à titre provisoire, mais à temps plein. C'est-à-dire que le MTT a un mandat limité dans le temps, comme le MSE, sauf que le MSE, c'est censé être un marchepied vers une intégration définitive, là où le MTT n'a pas forcément de voie dédiée pour l'intégration définitive. Il se vit depuis le début à titre temporaire et en plus à temps partiel. C'est-à-dire que le maximum de ce qui peut être fait par un MTT, c'est 300 vacations par an, sachant qu'une audience correctionnelle, c'est 4 ou 5 vacations. Donc, c'est forcément une activité qui, sans être affreusement peu rémunératrice, ne permet pas forcément d'en faire son activité principale. Qui est cumulable avec l'avocat en exercice, avec la fonction d'avocat en exercice, parce que souvent, il n'y a pas de cumul libéral fonctionnaire, mais là, on est dans quelque chose qui est possible et qui est cumulable. Voilà. Pour le MTT, c'est cumulable. Pour le MSE, ce n'est pas cumulable puisque c'est un temps plein. Voilà. La procédure de recrutement, c'est la slide suivante. Les candidats MSE retenus pourront être, une fois que leur dossier aura été instruit, tant au regard de leur recevabilité de leur dossier sur les activités particulièrement qualifiantes que sur l'opportunité de leur dossier, les candidats retenus pourront être nommés pour exercer les fonctions du premier grade. Alors, c'est le futur deuxième grade, puisqu'on a aussi changé la numérotation des grades dans la loi organique. Mais bon, en gros, magistrat avec possibilité d'encadrement, ce que je vous disais tout à l'heure, soit vice-président, soit vice-procureur, ce qu'on appelle aujourd'hui le premier grade et qui sera le futur deuxième. C'est possible au sein des cours d'appel et des tribunaux judiciaires, sauf pour les fonctions spécialisées. Donc, les magistrats en service extraordinaire ne peuvent pas exercer les fonctions de juge des enfants, de juge d'instruction, de juge de l'application des peines, de JCP
ou de JLD. Donc, en gros, on est sur du substitut, enfin du vice-procureur ou du substitut général à la cour d'appel, ou du vice-président ou du conseiller en cour d'appel, pour faire simple. C'est le garde des Sceaux qui procède à l'instruction des candidatures, c'est ce que prévoit le texte. Alors, en pratique, c'est la sous-direction des ressources humaines de la magistrature sur instruction du garde des Sceaux. Donc, instruction des candidatures et transmet celles qui réunissent les conditions au jury, puisqu'il y a un jury d'aptitude des stagiaires, c'est-à-dire d'aptitude à devenir stagiaire, qui c'est d'ailleurs encore aussi le même jury qui, à la fin, peut donner un avis. Bon. Ce jury d'aptitude des stagiaires peut lui procéder ou faire procéder à l'audition du candidat. D'ailleurs, s'il veut mettre un avis favorable à l'intégration en qualité de MSE, il faut que la personne ait fait l'objet d'une audition par le dit jury. Donc, en gros, ne seront pas auditionnées par le jury que les personnes que le jury n'envisage pas de nommer MSE. Parce que ceux qui envisagent de nommer MSE seront forcément auditionnés. Une fois qu'ils envisagent de nommer MSE, à l'issue des auditions, le jury peut encore décider de faire un nouvel écrémage. En cas d'avis favorable du jury, la sous-direction des ressources humaines de la magistrature fait une proposition de poste au candidat. La proposition de nomination, elle, est transmise pour avis au Conseil supérieur de la magistrature, qui peut encore émettre un avis favorable ou défavorable, conforme ou non conforme, selon que ce soit au siège ou au parquet, sur toutes les propositions de nomination, puisque c'est une proposition de nomination qui est faite par le garde des Sceaux sous couvert de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. En cas d'avis conforme ou favorable du Conseil supérieur de la magistrature, le candidat est nommé par décret de nomination, directement sur son poste. Donc, on n'est pas nommé stagiaire, on est nommé directement sur son poste. Et on réalise la formation ensuite depuis son poste. En direct, enfin, comment ça depuis son poste? En fait, vous êtes directement à l'issue du process, le poste est proposé. Le poste, Ah oui, d'accord, mais la formation préalable, elle est dédiée aux 10 postes ou non, non, c'est une formation préalable un peu générique et accélérée. Alors, comme on est de toute façon sur des fonctions assez généralistes, soit au siège, soit au parquet, quand même. Oui, c'est ça. On est sur une formation plutôt généraliste. Ok, pardon. Voilà pour la procédure de recrutement. La procédure de proposition de poste plus précisément. On s'appesantit un petit peu là-dessus parce que l'expérience de la sous-direction des ressources humaines de la magistrature montre que ce qui peut faire difficulté dans les recrutements de professionnels pour devenir magistrat, c'est la mobilité. Vous savez que les auditeurs de justice, eux, quand ils sortent de l'école, ils ont une liste de postes, un classement. On leur donne les deux informations, leur classement de sortie, la liste de postes, et ils se mettent d'accord pour qu'à la fin de leur discussion, il y ait un nom en face de chaque poste. Voilà. Ils sont censés se mettre d'accord. Alors, la plupart du temps, ils mettent en place des règles qui sont des règles assez communes, où on fait cas du classement. En gros, les premiers choisissent et puis progressivement, plus on est loin dans la liste et moins il reste de possibilités. Sachant que la liste de postes est faite par la direction des services judiciaires, également la sous-direction des ressources humaines de la magistrature, pour correspondre aux besoins des juridictions, plus que aux besoins des auditeurs de justice, même si on essaie de faire aussi des postes qui sont intéressants et pas seulement des postes qui pourraient être perçus comme des postes moins intéressants. Bon. Évidemment, cela implique une mobilité géographique, c'est-à-dire que la plupart des gens qui sont à l'ENM rentrent à l'ENM en se disant de toute façon, si je ne suis pas très bien classé, je ne choisirai pas l'endroit où je vais exercer mon premier poste. Qui dit mobilité géographique, dit déménagement. Voilà. Et tous les gens qui sont à l'École nationale de la magistrature pendant les 31 mois ne sont pas des étudiants sans attache familiale ou sans avoir commencé leur vie, puisque parfois, ils commencent déjà à approcher dangereusement la trentaine quand ils sortent de l'École nationale de la magistrature. Je dis ça parce qu'en fait, souvent, les candidats qui, eux, ont une première expérience sont très revendicatifs sur la question de la géographie du poste, en considérant que les auditeurs de justice, entre guillemets, peuvent boucher les trous, alors que les auditeurs de justice,
Bon, d'abord, ils se sont soumis aux 31 mois d'école. Effectivement, leur liste, elle est faite pour coller aux besoins des juridictions et aux besoins de la direction des services judiciaires, mais pas seulement. Il faut qu'on trouve un équilibre entre le fait d'être assez adaptable avec les gens qui ont déjà une vie, avec peut-être des enfants, peut-être un mari ou une femme, peut-être un crédit immobilier à rembourser parce qu'ils ont acheté une maison ou un appartement. Donc, il faut qu'on soit réceptif à ça et en même temps, il faut qu'on trouve un équilibre pour que ça satisfasse les besoins de l'institution. Et les besoins de l'institution, c'est qu'il y a 164 tribunaux judiciaires partout en France, dans des zones plus ou moins attractives et qu'il faut des magistrats partout. Sur ce sujet de la mobilité, on se fait peut-être une idée qui n'est pas la bonne, mais on a le sentiment parfois que le magistrat n'est pas en juridiction à plein temps. Que son travail n'est pas un travail à plein temps d'audience, et bien heureusement. Et est-ce qu'on peut imaginer ce qui est télétravaillable, entre guillemets, parce que c'est la pratique de plus en plus, hein, nous, on a des confrères qui peuvent exercer d'un peu partout. Est-ce qu'un magistrat, vous savez si en pratique, ce temps est organisé? Parce que je sais que pour les confrères, ça peut être, ça peut être incitatif de se dire, je vous dis n'importe quoi, je serai 2-3 jours par semaine dans la juridiction dans laquelle on m'aura dit d'aller, et puis le reste du temps, je pourrais travailler de chez moi. Est-ce que ça, vous pensez que c'est gérable ou pas tout de suite ou impossible? Alors, tout est encore question d'équilibre. C'est-à-dire, de plus en plus de juridictions acceptent le recours au télétravail. Et même, j'ai envie de dire, avant que le télétravail existe réellement depuis la crise Covid. C'est-à-dire que certains magistrats dans des chambres civiles, par exemple, avaient l'habitude de rédiger depuis chez eux, même si le chez eux n'est pas forcément très loin de la juridiction, parce qu'ils n'avaient pas forcément besoin d'être à leur bureau pour rédiger des jugements. Bien sûr que ça, c'est possible, y compris au parquet maintenant, alors qu'avant, le parquet était effectivement plutôt connu pour requérir plus de présence. Les procureurs de la République, aujourd'hui, qui sont à la tête des services, selon les besoins de leur service, sont plus ou moins ouverts, on va dire, au télétravail. C'est quelque chose qui a imprégné toute la société, et y compris la magistrature. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'interdiction de principe du télétravail. En revanche, on a quand même des besoins en juridiction qui sont des besoins qui nécessitent une présence. Je vais vous donner un exemple tout simple pour montrer à quel point c'est quand même important d'avoir tout ça en tête. C'est que moi, quand j'ai commencé ma carrière, par exemple, j'étais juge des enfants. Quand on est juge des enfants, on a un poste dit de cabinet, donc on est un peu toujours là. Toujours là parce qu'en fait, tous les jours, on a des auditions de mineurs, tous les jours, on a des auditions de famille, ou alors des audiences pour les mineurs délinquants. Télétravail, 0 à l'époque dans ma fonction. Bon, c'était avant le Covid. Mais surtout, l'impact que ça avait, c'était que quand dans une juridiction moyenne, de moyenne taille, comme celle dans laquelle j'exerçais, il y avait des absences qu'il fallait compenser au pied levé, c'était un peu toujours les gens qui étaient présents qui pouvaient déconstruire leur emploi du temps pour pouvoir aller assurer l'audience correctionnelle. Et ça, du point de vue de l'organisation des services, c'est compliqué. Donc, encore une fois, comme je le disais, question d'équilibre. C'est-à-dire, oui, il est parfaitement possible d'envisager de travailler un peu de chez soi à certains moments. Et donc, il ne faut pas penser que c'est trop rigide sur ce point. Mais en même temps, la vie de la juridiction a besoin aussi d'un peu de présence pour pouvoir faire tourner la contrainte que sont les audiences au pied levé. Parce qu'en fait, sinon, on ne peut pas composer notre composition de jugement. On est obligé de renvoyer toute l'audience et c'est les justiciables qui en pâtissent. Parce qu'en fait, ils avaient prévu de poser leur après-midi pour être au tribunal correctionnel le jour J et pas le jour J+1 ou J+2. Et les avocats en pâtissent également parce qu'ils avaient prévu un planning. Et puis, si l'audience est renvoyée totalement, faute de pouvoir composer la juridiction, mais ça pose une difficulté. Alors évidemment, quand on est à Paris, à Versailles ou à Nanterre, on ne s'imagine pas qu'on puisse renvoyer des audiences parce qu'on n'a pas réussi à composer une juridiction. Mais la justice hexagonale n'est pas faite uniquement de juridictions avec autant de magistrats. Il y a parfois, dans certaines juridictions, 10 magistrats du siège. Et finalement, quand vous mettez bout à bout tous les gens qui sont en télétravail, on pourrait avoir du mal à en trouver 3. Donc voilà, encore une fois, question d'équilibre. Pas d'interdiction de principe, mais il faut quand même prendre en compte le fait que quand on rentre dans la magistrature, c'est aussi dans l'intérêt du justiciable et du service public de la justice et qu'il y a certaines contraintes et de sa continuité. Et je me permets, et au-delà de ça, en fait, dans la mesure où actuellement on est en train de créer une équipe autour du magistrat, c'est important aussi qu'il soit présent avec ses équipes et le cas échéant aussi pour les greffiers, dans la mesure où justement il y a une interaction qui doit se faire avec le greffier et il ne faut pas que le greffier se sente isolé et ne voyant son juge que pour les audiences.
Alors, maintenant que vous avez vu avec cette intervention le caractère un petit peu rigide de la magistrature, sachez tout de même que dans la procédure de recrutement et de proposition de poste, on prend quand même davantage en compte, parce qu'on sait que un public de professionnels, ce n'est pas la même chose qu'un public issu du premier concours des étudiants. Même si certains étudiants ont vieilli, comme je disais tout à l'heure en se plaisantant, c'est quand même pas la même chose. Donc là, le processus qui a été mis en œuvre par la loi organique, c'est quand même très différent. Pas de liste de postes, avec un nom en face de chaque... pas de liste de postes. En revanche, quelque chose de beaucoup plus personnalisé, puisque les gens qui auront un avis favorable à leur candidature se verront proposer un entretien par ma sous-direction, la sous-direction des ressources humaines de la magistrature, par l'intermédiaire des conseillers mobilité carrière, d'un des bureaux de notre sous-direction, procéderont à un entretien avec le candidat et on essaiera de lui proposer un unique poste, mais qui arriverait à essayer de faire correspondre prioritairement les besoins des juridictions et qui permettrait, dans la mesure du possible, une adéquation entre ce poste, les compétences particulières du candidat et les contraintes personnelles et géographiques. Bon. Quand on dit prendre en compte, on le fait avec d'autres publics parfois, ça veut dire que, par exemple, si vous êtes installé à Avignon, on va faire en sorte de ne pas vous proposer un poste à Brest. Mais ça ne veut pas forcément dire à Avignon. Oui. Ouais. Ceux d'autant pour les magistrats, enfin pour les avocats qui viendraient, puisqu'ils vont avoir pendant un certain temps une impossibilité d'exercer en tant que magistrat là où ils ont exercé en tant qu'avocat. Voilà, donc nous, on considère par exemple à la direction des services judiciaires que selon les fonctions, être à 1h30 ou 2 heures de chez soi, ça reste raisonnable. Je trouve ça même très bien. On a des très bons trains. Non, mais c'est vrai. Enfin, ça fait même beaucoup de bien. Sachant que la plupart des collègues qui sont dans cette situation, s'ils ne déménagent pas, parce que certains ont la possibilité de faire déménager leur famille et tout le monde s'associe à ce projet et donc il y a un déménagement, mais tout le monde ne peut pas faire ça. Et dans ceux qui ne peuvent pas déménager, de nombreux collègues prennent aussi un pied à terre en cas d'audience tardive dans la ville en question et puis essaient de faire des allers-retours autant que possible. Nombreux sont les magistrats qui navettent, même dans les magistrats de carrière, qui pour changer de poste régulièrement, sans forcément changer de lieu de vie à chaque fois, sont amenés à bouger. Madame Royer, qui est à côté de moi, habite dans le nord de la France, par exemple, et vient aussi souvent que possible à la direction des services judiciaires. Donc, tout est question de, effectivement, si les enfants ont grandi et qu'il y a moins besoin de se retrouver à la sortie de l'école ou à la sortie de la crèche à un horaire donné, ça laisse quand même plus de possibilités. Voilà, donc on a quand même prévu quelque chose d'assez particulier par le biais de cet entretien, toujours en donnant une priorité aux besoins de nos juridictions, mais en essayant d'aménager ça avec la vie personnelle des gens. Cet échange préalable qui a lieu entre le candidat et la direction des services judiciaires permet aussi de déterminer les incompatibilités, les éventuelles situations de conflit d'intérêts qui sont liées aux fonctions antérieures ou incompatibilités ou conflits d'intérêts qui seraient liés à l'entourage proche du candidat. Donc, il y a un échange à ce moment-là très précis sur qu'est-ce qu'on a fait, à quel moment, très individualisé, parce que la question de l'impartialité objective et subjective des décisions qui sont rendues par les magistrats est une question primordiale pour la confiance de nos concitoyens dans la justice, et donc on y est particulièrement attentif. C'est aussi l'occasion d'évoquer les contentieux qu'on a pu exercer, et puis d'adapter un peu un profil en fonction des contentieux, de manière à mettre à profit les expériences passées. Parfois, ce n'est pas seulement avec dans l'intitulé de ce qu'on a fait qu'on va chercher, mais plutôt dans le quotidien, en disant je fais 50% de mon temps du droit social, 40 autres % du droit des entreprises en difficulté, et puis par hasard, une fois de temps en temps, je fais des bourreaux. Et ça nous intéresse parce qu'on n'a pas beaucoup de spécialistes des bourreaux. En cas de refus de cette proposition de poste, c'est la procédure qui prévoit également que la direction des services judiciaires a la faculté, c'est important, de faire une seconde proposition. Étant précisé qu'elle n'a pas non plus l'obligation de le faire et pas non plus l'obligation que cette seconde proposition soit immédiate.
Je tiens également à vous indiquer que dans le cadre de cette proposition de poste, les règles de mobilité en vigueur au sein du corps des magistrats doivent être respectées. Donc, seuls les postes vacants ou susceptibles d'être vacants pourront être proposés. Donc, comme tous les magistrats en service extraordinaire font l'objet d'une proposition de nomination par le garde des Sceaux, comme je vous le disais, dans le cadre de ce qu'on appelle une circulaire dite de transparence, c'est-à-dire que le nom le nom est affiché publiquement. Et ensuite, transmission au Conseil supérieur de la magistrature pour avis, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Et comme je vous le disais tout à l'heure, distinction entre le siège et le parquet, puisque pour le parquet, le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis favorable ou défavorable, puisqu'il s'agit du pouvoir de nomination du garde des Sceaux. Et pour les magistrats du siège, émet un avis conforme ou non conforme. Qu'est-ce que ça change? C'est que le garde des Sceaux ne peut pas outrepasser l'avis du CSM pour les magistrats du siège, alors qu'il pourrait outrepasser l'avis des magistrats du CSM pour les magistrats du parquet, ce qui, en pratique, n'est jamais le cas. Voilà. Mais en théorie, ce serait possible. Voilà. Ensuite, le magistrat en service extraordinaire est nommé par décret du président de la République, publié au journal officiel, ce qui est classique pour la nomination des magistrats. Tout ça pour dire, et si on a détaillé cette procédure, c'est pour que vous soyez bien au courant, notamment sur la question de la proposition de poste, mais également pour vous dire qu'il y a forcément un délai incompressible de traitement de la procédure entre la proposition de nomination et la prise de fonction, qu'il s'agit d'anticiper quand on est un professionnel. Oui, d'autant que, un, c'est individualisé, deux, on en passe des étapes. Donc, c'est un certain temps quand même. Et c'est un sacré boulot pour vous. Enfin, c'est un gros boulot d'instruction et de suivi des différentes nominations. Et le délai incompressible entre la proposition de nomination, c'est-à-dire au moment où vous êtes proposé, et le moment où vous prenez vos fonctions, est en général de 3 mois. Sachant qu'avant, il y a les étapes préalables à la proposition de nomination. Slide suivante sur la question de la formation. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Les magistrats en service extraordinaire bénéficient d'une formation à l'École nationale de la magistrature, une formation de 6 mois, dont 1 mois minimum de formation théorique à l'ENM. Le reste étant constitué de stages. Il y aura 2 promotions de magistrats en service extraordinaire chaque année, une en mars et une en octobre. On ne peut pas faire de la formation au fil de l'eau parce que l'École nationale de la magistrature ne peut pas proposer des entrées en formation trop régulières et trop importantes numériquement dans l'année. Donc, on a décidé de fonctionner en promotion quand même, une en mars et une en octobre. Au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le jury peut exceptionnellement dispenser le candidat de toute formation. C'est à l'appréciation du jury. Comme vous le savez, enfin, l'école de la magistrature est une école d'application. Donc, tous les prérequis juridiques sont considérés comme étant acquis pour devenir magistrat en service extraordinaire. Il ne faut pas compter sur les 6 mois de formation pour se mettre à jour sur la dernière réforme de la procédure pénale qu'on n'aurait pas vu passer, parce qu'en fait, vous n'aurez pas le temps, puisque ce que propose l'ENM, c'est quand même de l'application pratique. Et comme on a coutume de dire quand on entre à l'ENM, on entre à l'ENM parce qu'on est juriste, on sort de l'ENM, on est magistrat. Ce n'est pas exactement la même chose. Il y a des techniques professionnelles qui doivent être apprises puis mises en application dans le cadre des stages. La rédaction des jugements, par exemple, ce n'est pas pareil que la rédaction d'une conclusion. Présider une audience, ce n'est pas exactement la même chose que plaider. Il y a des règles. On est très bien formé à l'École nationale de la magistrature. C'est une école d'application. On ne vous dispensera pas de cours de droit de fond ni de cours de procédure à l'École de la magistrature. On portera sur l'acte de juger, l'audience, la rédaction d'un jugement ou d'un réquisitoire définitif. Durant cette formation, les magistrats en service extraordinaire seront rémunérés en fonction de leur reclassement indiciaire et perçoivent la prime forfaitaire correspondante aux fonctions de conseiller ou vice-président non spécialisé. En revanche, pendant la formation, ils ne perçoivent pas de prime modulable dont le montant est fixé par le chef de cour parce qu'ils sont en formation. Donc, c'est une rémunération qui est limitée à l'indiciaire. À quoi, pardon, à l'indice que vous avez, parce que vous savez que la rémunération des magistrats, c'est une grille, et qu'il y a
une évolution indiciaire, que chaque point d'indice correspond à un montant particulier et que ça donne un traitement brut. Ça, c'est le traitement indiciaire. Et puis derrière, il est composé de primes, une prime modulable et une prime forfaitaire. Donc, il y a l'indiciaire, il y a quand même la prime forfaitaire, mais pas la prime modulable, qui, elle, représente moins de 20% de la rémunération des magistrats et qui est laissée à l'appréciation du chef de cour en fonction des mérites du magistrat. Donc ça, ce ne sera pas perçu. Est-ce qu'on peut vous demander une projection chiffrée, même très approximative, un ordre d'idée? Parce que oui, pour nos confrères, alors, ils vont être un peu perdus. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des indices, d'autant qu'il n'est pas complètement impossible qu'il y ait une réforme indiciaire que la loi organique a demandé et requiert dans les mois qui viennent. Mais pour résumer, je dirais, selon la situation financière dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ce sera plus ou moins attractif, mais on a bien conscience que ça ne le sera pas complètement, puisqu'on parle de personnes qui ont forcément 15 ans d'activité particulièrement qualifiante, donc qui sont déjà avancées dans leur carrière. Et si je vous donne un exemple, par exemple, un candidat qui justifierait de 15 ans d'activité. De 15 ans, oui. De 15 ans d'activité professionnelle en qualité d'avocat et qui serait nommé vice-président ou conseiller, il ne lui sera pas repris d'ancienneté parce qu'il aura pile les 15 ans. Il sera donc reclassé selon la grille indiciaire des magistrats à un échelon dans le premier grade. Et on a fait des calculs qui montrent qu'avec l'indemnitaire correspondant, il faudra tabler sur une rémunération nette mensuelle de l'ordre de 5 100 € net avant prélèvement à la source. 15 ans. Pile. Pour quelqu'un qui aurait par exemple 25 ans d'activité professionnelle en qualité d'avocat, qui est nommé comme également vice-président ou conseiller. Il lui serait repris de l'ancienneté au-delà des 15 ans pour une portion. Du coup, il sera reclassé plus haut dans la grille. Et donc là, il pourrait tabler sur une rémunération moyenne mensuelle de l'ordre de 6 000 € net avant prélèvement à la source. Ça, c'est sans les primes? Non, avec les primes, ça. C'est pendant la scolarité qu'il n'y a pas la prime modulable. D'accord. Mais là, on table sur quelqu'un qui serait en poste. Voilà. Mais à prime, on a la modulable, par exemple, on a pris un coefficient de 1, c'est-à-dire la moyenne, sachant qu'on peut être à 1,1, 1,2, 1,3 selon les mérites. Voilà. Mais aussi à 0,7, 0,8, 0,9 selon les mérites. Voilà. Alors, ça nous fait une transition vers la situation administrative. Les contrats de travail des MSE, qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire, sont suspendus. C'est la loi qui le prévoit. Ils ne sont pas. Alors ça, c'est pour les gens qui sont sous contrat. Évidemment, salariés. Les gens qui sont profession libérale, c'est très différent. Ils peuvent être donc suspendus sur leur demande jusqu'à l'expiration de leur fonction, dès lors qu'ils justifient d'une ancienneté minimale d'1 année chez leur employeur à la date de leur installation. Ça, c'est la loi qui le prévoit, c'est une loi organique qui le prévoit, donc ça ne laisse pas le choix aux employeurs. En qualité d'avocat, c'est un petit peu différent, puisque si vous n'êtes pas salarié, vous devrez solliciter à minima votre omission du barreau, de manière à ne pas avoir les deux fonctions en même temps. Les années d'activité professionnelle accomplies avant la nomination des intéressés sont prises en compte dans le reclassement. Ça, c'est important. C'est d'ailleurs prévu dans le décret de 1993 qui dit qu'on prend en compte les années professionnelles antérieures, mais pour une fraction seulement. Donc, ce n'est pas une reprise totale. Si vous avez 5 ans d'ancienneté, ou 20 ans d'ancienneté, on ne reprend pas la totalité. Donc, ça permet de faire les calculs que j'ai évoqués tout à l'heure. Important, à l'expiration des fonctions, les magistrats en service extraordinaire qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire et qui disposent d'un contrat de travail retrouvent leur précédent emploi ou un emploi analogue avec une rémunération équivalente, et ce, dans les 2 mois suivant la date à laquelle ils ont avisé leur employeur de leur intention de reprendre leur emploi, ou au plus tard dans les 2 mois suivant l'expiration de leur fonction. Donc ça, c'est une obligation légale.
qui est quand même effectivement profitable aux salariés qui ont un contrat de travail, beaucoup moins. Exactement. La différence, enfin, je veux dire, comme là, on est vers un public avocat, c'est qu'à l'issue, l'avocat qui aurait eu ce titre pourrait bénéficier de l'assurance chômage. Oui. Parce que notre inquiétude à nous, c'est de quitter une fonction pendant 3 ans. On ne va pas se mentir, il n'y a plus de cabinet, en fait, quand on n'a plus exercé pendant 3 ans, qu'on a déjà cédé sa clientèle. Donc, il y a quand même cette sécurité qui permet de ne pas se retrouver du tout sans indemnisation à l'issue, si jamais ce n'est pas renouvelé. Alors, en fait, c'est une voie d'intégration à la magistrature qui est vraiment très différente des autres en ce qu'elle permet, elle est conçue pour permettre une intégration définitive, mais prévoit un SAS. Un SAS qui est profitable à l'intéressé et à l'institution. C'est-à-dire qu'il faut se dire qu'on devient magistrat qu'au bout de 7 mois de formation. On met en avant un profil particulier avec des compétences particulières. On se dit on fait ça pendant 3 ans, renouvelable une fois. Enfin, il faudra de fait renouveler une deuxième fois si on veut intégrer ensuite, même si on n'est pas obligé d'aller au bout des 6 ans. Mais il faudra, pour des raisons de gestion, forcément demander un peu son renouvellement pour le temps que se mette en œuvre la procédure d'intégration. Mais quelque part, ça laisse la possibilité d'avoir le chômage ensuite. Mais l'idée, c'est quand même que tous ces dispositifs, le chômage ou le fait de renouveler une autre fois, c'est fait pour ceux qui pensent qu'ils se seraient trompés. Mais l'idée, c'est quand même d'être un sas vers une intégration dans la magistrature. C'est très différent des autres voies qu'on a pu évoquer ensemble, comme les MTT, où là, on participe à l'œuvre de justice, mais non seulement à titre partiel, mais en plus à titre provisoire, parce que finalement, ça s'arrête au bout d'un moment, puisqu'il y a un nombre de mandats qui est bien défini. Mais pour les magistrats en service extraordinaire, on s'adresse vraiment à des gens qui se disent « moi, j'ai envie de rentrer dans la magistrature, mais je me laisse quand même la possibilité de revenir en arrière si jamais ça ne correspondait pas complètement à l'idée que je m'en étais faite ». Pourquoi on a créé cette voie? C'est aussi que parmi les gens qui ont parfois tout arrêté pour essayer de devenir magistrat, il y en a qui, pendant leur formation eux-mêmes, se sont rendus compte qu'en fait, ça ne correspondait pas vraiment à ce qu'ils voulaient et que même s'ils travaillaient au contact du judiciaire, ils n'avaient pas une conscience pleine et entière de ce qui se passait de l'autre côté du décor, avec les contraintes liées au service public de la justice, à sa continuité, et d'autres contraintes, la mobilité ou ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose qui est prévu comme un SAS en voie de l'intégration, en direction de l'intégration, mais qui effectivement a cet énorme désavantage pour les professions dites libérales de l'insécurité potentielle. Parce que 3 ans, c'est quand même long. Pour les contractuels, enfin pour les gens qui bénéficient d'un contrat de travail, c'est beaucoup plus confortable parce qu'en fait, ça leur permet de mettre leur contrat entre parenthèses et de le reprendre ensuite si jamais ils avaient l'impression qu'ils s'étaient trompés. Après, j'ai envie de dire quand même que c'est prévu de manière un peu provisoire et comme un SAS vers l'intégration pour tout type de public. Mais s'il y a bien un public qui, normalement, devrait savoir à peu près où il met les pieds, c'est bien les avocats. Mais enfin, ça reste une période probatoire. C'est vraiment une période probatoire. Je pose une petite question de la part du public qui nous regarde. Voilà. Un de nos confrères, une consoeur, pardon, nous demande est-ce que, pour rejoindre la profession, lorsqu'on dépose son dossier, jusque-là, il fallait produire les trois dernières avis d'imposition, les 3 derniers 2035, c'est-à-dire nos bénéfices et chiffres d'affaires. J'imagine que l'idée, c'était que vous puissiez vous voir si les confrères qui voulaient devenir magistrats le faisaient par vocation ou parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à bien gagner leur vie suffisamment. Enfin, on va parler de façon très… Est-ce que ça reste un critère de sélection? Oui, de toute façon, et à titre individuel, puisque vos appréciations sont très intuitives, personnelles. Si j'ai bien compris, ça va en être un, de toute façon. En tout cas, la pièce est toujours demandée, oui. Il faudra toujours en justifier et ça rentrera en ligne de compte dans le cadre de l'instruction du dossier. Après, ce n'est pas totalement déterminant non plus. Voilà. Et la question de ma consoeur est de savoir s'il y a un seuil rédhibitoire. Non. Non. Et ben voilà.
Moi, j'ai à peu près fait le tour des choses que je voulais évoquer, mais s'il y a des questions, d'autres questions, c'est avec plaisir. Alors, non seulement nous n'avons pas de nouvelles questions, mais on en a posé un peu tout au long de votre prise de parole, dont d'ailleurs nous vous remercions, parce que c'était important pour nous de connaître ces opportunités-là et ces possibilités de passerelle d'une façon ou d'une autre, en réalité, entre nos professions. Et donc, on en est vraiment ravis. Et je crois que de toute façon, on arrive potentiellement. Alors, vous vouliez peut-être intervenir, Madame Royer. Juste en complément, pour Oui. que ce soit plus simple pour les personnes, elles peuvent consulter sur le site La Justice Recrute. Oui. Donc, il y a un onglet spécifique sur les magistrats en service extraordinaire. Et là, vous avez le dossier de candidature, le dossier d'information, ainsi qu'en fait tous les textes relatifs en fait à cette voie d'intégration provisoire. Alors, ah oui, bah tiens, si, on a une question, puis c'était la mienne, mais je l'ai oubliée entre-temps. Donc, j'en suis tout à fait ravie et merci, consoeur. Avez-vous une idée du nombre de postes qui vont être ouverts? Alors, en l'état, non. En l'état, non. Il ne vous aura pas échappé qu'on est en pleine discussion budgétaire, que la question est de savoir si les budgets assez exceptionnels qui ont été obtenus par la justice ces dernières années, et notamment pour recruter davantage de magistrats, sont questionnés. On ne sait pas du tout où ça en est à ce stade. De toute façon, nous, on poursuit ce qu'on appelle un schéma d'emploi, c'est-à-dire on détermine le nombre d'emplois qu'on va créer chaque année en fonction de nos dotations budgétaires. Et parmi les catégories de magistrats qui rentreront dans notre schéma d'emploi, il y aura les magistrats en service extraordinaire. Et donc, on saura prochainement comment se porte notre schéma d'emploi et qu'est-ce qu'on peut faire exactement, sachant que notre schéma d'emploi est composé de, comme je vous le disais, des auditeurs de justice recrutés sur le premier concours, le deuxième concours, le troisième concours, le futur concours professionnel, puisque en 2025 aura lieu la première édition du concours professionnel avec la première promotion qui rentrera en janvier 2026. Donc, on saura combien on peut ouvrir de places à ces concours-là budgétairement d'ici peu. Et puis ensuite, on aura toujours la variable d'ajustement des magistrats en service extraordinaire. Pour le moment, de toute façon, on n'est pas sur un raz-de-marée de candidatures. Donc, candidater. Oui, candidater. La seule chose qui pourrait ne pas bien se passer, ce ne serait pas des raisons budgétaires, mais ce serait le fait que votre profil ne correspond pas aux attentes ni de la chancellerie, ni du Conseil supérieur de la magistrature. Mais pour le moment, il n'y a pas de restriction budgétaire réelle et on n'a pas suffisamment de candidatures pour dire qu'on va commencer à faire du tri sur ce fondement. Donc voilà. L'objectif d'ailleurs de notre venue aujourd'hui ici était de dire que cette voie d'accès est peut-être passée un peu inaperçue au milieu de ces grandes réformes qui ont été portées par la loi organique du 20 novembre 2023, parce qu'elle était quand même pléthorique, cette loi, et il y avait beaucoup de choses très structurantes. On voulait donner un petit peu de visibilité, pas envers n'importe quel public, puisque le public qu'on a envie d'attirer dans nos rangs, c'est le public des avocats. Donc c'est pour ça qu'on a répondu favorablement à la très sympathique invitation qui nous avait été faite de venir présenter ce dispositif. Ce dont nous vous remercions infiniment également. Voilà. Mais je pense qu'on a terminé, sauf si vous aviez quelque chose à ajouter de particulier. Mais me semble-t-il, 1, nous sommes dans les temps. 2, nous avons répondu à nos questions. Et donc, candidater. Et puis, alors, cette émission, pardonnez-moi. Excusez-moi, ça y est, je suis partie toute seule dans un truc de radio, podcast. Enfin bon, je me suis prise. Pardon, cette intervention, ce webinaire sera rediffusé ou republié, en tout cas, et on peut le retrouver sur le site du Conseil national des barreaux, mais cette fois-ci pas en direct. Voilà. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup.